Hello, bienvenue sur la chaîne Peluche et Fanfreluche. Moi c'est Isa alias Grain de Pelote sur Ravelry et sur Instagram. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ah tiens Caramel. Caramel vient nous faire un petit coucou. Donc disais que j'étais très heureuse de vous retrouver sur ce 6e épisode de mon podcast créatif dédié à la couture et au tricot habituellement. Aujourd'hui on sera sur un épisode de couture. Alors à l'heure où je vous parle, je ne sais pas quel sera le titre de cet épisode. Caramel me pousse. Ouais, je sais que j'ai 4 vêtements à vous présenter, 2 accessoires. Et pour le reste, on verra. Alors, le temps pour moi d'installer mon assistant. Et puis, c'est parti! Et ben voilà, on y est. C'est le 6e épisode, un épisode couture. Nous sommes le mardi 11 mai. Je me crois mercredi, parce que c'est habituellement le jour où je tourne. Mais j'avais des congés à épuiser. Et puis comme vous vous en doutez, le mois de mai, c'est le mois idéal pour se dégager une petite semaine de congé en posant juste quelques jours. Donc c'était parfait. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un bilan couture qui est assez maigre, hein, quand même en 5 mois. 4 vêtements et 2 accessoires. Mais j'ai aussi fait ce qu'on appelle de la couture utile. Des petites réparations, des retouches, rien de très folichon, mais qu'il fallait faire. Mais voilà, j'ai plein de projets pour les mois à venir. Les beaux jours vont arriver, c'est certain. Il ne faut pas en douter. Et donc j'ai commandé quelques tissus, j'ai quelques idées en tête. Donc je vous en parlerai peut-être dans une vidéo hors série, on va dire. À voir. Donc je vais déjà vous présenter ce que je porte. Vous l'aurez sans doute reconnu. Donc il s'agit de la combinaison, oui forcément vous l'aurez reconnu, la combinaison Sirocco de Direndo que je me suis cousue, oh là là, il y a bien 2 ans, parce que c'était effectivement pour le dernier trail tricot. D'ailleurs c'était assez drôle, sur ce trail tricot, nous étions 3 à nous être confectionner cette combinaison. Donc il y avait Amy de Soconit, il y avait également Sonia de Cincinnati, et donc on avait fait une petite photo, voilà, une petite brochette de triplette. C'était assez drôle. Je vous l'ai jamais présenté sur les réseaux sociaux. C'est une combinaison que j'aime beaucoup parce qu'elle est très confortable, elle est très saillante. Enfin, beaucoup de personnes s'accordent à le dire. Maintenant, de la team, je passe mon temps aux toilettes. Voilà, elle est très jolie, mais en termes de praticité, c'est pas l'idéal. Alors en plus, bon, elle est réalisée dans un Punto Milano qui perd son élasticité, je trouve, au fil de la journée. Parce que forcément, pour se défaire, comme disent les médecins, défaites-vous, madame. Ça me fait toujours rire. Bref, pour se déshabiller, eh ben, il faut tirer sur l'encolure, et donc effectivement au bout d'un certain temps, en fin de journée, je trouve que ça va. Et comme j'ai pas non plus une forte poitrine, et ben voilà, ça ne remplit pas tout. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je l'ai faite dans un Milano trouvé dans la mercerie de mon quartier où je vais habituellement, et je trouve que, je vous montre une petite photo, elle présente des bouloches. Alors moi, bizarrement c'est pas aux fesses là où il y a le plus de frottement, mais c'est ici au niveau de la ceinture d'eau. Donc voilà. Alors c'est parti avec la première cousette. Il faut que je vous alerte sur le fait que vous allez être dans cet épisode en terrain connu. Tout ce que je vais vous présenter, vous l'avez déjà vu ailleurs. Donc si vous cherchez la nouveauté, ce ne sera pas ici, aujourd'hui. J'espère pouvoir me rattraper la prochaine fois. Donc voilà, on commence par un modèle connu, vu, revu, archi-revu. J'ai nommé la blouse ou le chemisier Donna de la maison Victor. Donc on est sur un modèle qui est paru dans le magazine de mars 2016, que j'ai récupéré en PDF gratuitement lors du premier confinement. Vous savez, c'est le moment où la maison Victor a mis un certain nombre de modèles à disposition gratuitement. D'ailleurs hier, en allant y faire un tour, j'ai récupéré d'autres patrons comme le t-shirt Odette. Donc vous allez voir du Odette aussi passer par ici. Donc le chemisier Donna, on est sur un patron proposé de la taille 34 à 56
Pour ma part, je l'ai cousu dans une taille 36. C'est un modèle qui présente alors 2 difficultés sur 4. Moi, à mon sens, il n'y a pas de difficulté majeure. Tout dépend du degré d'exigence que l'on a. Par exemple, moi je ne suis pas forcément satisfaite de mes arrondis, mais je vous en reparlerai. Là, on est sur un patron qui ne présente pas de calque. Les marges de couture sont incluses et elles sont... non, pardon, il faut ajouter les marges de couture et elles sont différenciées selon la nature des pièces. On est sur un modèle qui présente très peu de pièces. On a un dos coupé au pli, 2 demi-devants, une parmenture et puis les mancherons. Les pièces de mancherons. Alors d'ailleurs, les pièces de mancherons, pour la petite anecdote, le PDF est pour moi conçu bizarrement parce que pour moi, quand il y a une pièce qui se compose de plusieurs parties, les pièces, enfin ces parties sont imprimées sur les feuilles successives. Par exemple la feuille 1, la feuille 2, la feuille 3 ou la feuille 1, 2 et puis peut-être ici 7. Voilà, si on tient compte de l'ensemble de l'assemblage des feuilles. Là, on avait la pièce C qui se compose de 3 parties qu'il faut assembler et ces 3 parties peuvent être sur une même page et voilà, je n'avais pas compris du tout moi le principe. Donc si bien que j'ai commencé à tracer mes marges de couture autour, à découper et puis là mais à quoi elles servent ces pièces? Et voilà, jusqu'à comprendre qu'en fait il fallait effectivement les assembler pour constituer la pièce unique qui était le mancheron. Voilà, bon, ben bref, c'est un modèle que j'ai réalisé dans 1 mètre de tissu, donc le métrage requis est quand même assez faible. Alors, pour moi, je dirais que c'est un fail. Alors, à 2 titres. Déjà, parce que le choix du tissu n'est pas du tout approprié. Alors ça, c'était prévisible, hein. Moi, c'est un coton que j'ai acheté quand j'ai commencé à coudre. Et voilà, comme toute couturière débutante, on commence par du coton, on en achète parfois sans raison et j'aurais dû le garder pour réaliser mes petits accessoires, mes sacs à projet ou autres. Bon là je me suis dit allez je vais le tenter parce que ça me permettra aussi de valider la taille. Donc voilà, le tissu n'est pas du tout approprié. Et puis deuxième raison pour laquelle c'est un fail, et bien ça tient justement à la taille. Le résultat, alors on est déjà sur un modèle qui est très loose, mais alors là, bon. Même si je me suis dit à un moment que j'aurais peut-être pu le réaliser dans une taille 34, mais en fait le différentiel, hein, le delta entre le 34 et le 36 est pas si important que ça. Je disais ces 2 facteurs combinés, à savoir le tissu et la coupe loose du modèle, font que lorsque c'est porté, j'ai un espèce de bec là qui se forme au niveau de la nuque. Alors s'agissant, on parlait des points techniques, il y a une technique d'assemblage de la parmenture que je trouve extrêmement bien pensée. Je qualifierais ça d'une couture un peu magique. Vous voyez, on a une superbe finition voilà, de la parmenture avec la pâte de boutonnage. Alors, j'ai lu beaucoup d'avis de personnes qui n'avaient pas compris la technique de montage parce qu'effectivement, on a une pièce de parmenture qui est plus courte. Donc, on peut s'en inquiéter et se demander si on n'a pas fait une erreur lorsqu'on a coupé la pièce. Mais en fait, voilà, tout est pensé et il faut suivre vraiment les instructions de montage. Alors, je vous ai fait des petites photos au fur et à mesure. Alors vous l'aurez compris, les photos n'ont d'autre but que d'éclairer celles d'entre vous qui n'ont pas encore eu la chance de coudre la blouse Donna et qui aujourd'hui maintenant grâce à ces photos comprennent de quoi je parle quand
je parle de couture bien pensée. Voilà. Et c'est toujours pour ces mêmes personnes que je vais vous parler de l'assemblage du mancheron qui sur le net semble être problématique pour certaines personnes. Alors moi j'ai pas trouvé que c'était difficile à comprendre. Enfin voilà, on doit assembler notre mancheron qui est constitué d'un recto et d'un verso. Donc on assemble nos pièces et puis ensuite on vient positionner ce mancheron donc vers l'intérieur de l'emmanchure. Donc voilà. Et puis on assemble ce mancheron au corps de notre blouse avec un surjet ou à la machine à coudre. Une fois que cet assemblage est fait, on vient plaquer la valeur de couture que l'on voit ici, on la plaque contre le vêtement. Voilà. Et puis on vient piquer ici à quelques millimètres du bord. Donc on voit davantage la couture ici sur l'envers. Une fois que cette piqûre est faite, on plaque le mancheron vers le vêtement, on le retourne vers le vêtement, vers l'extérieur. Et donc après, effectivement, il faut le maintenir avec des points invisibles, parce que sinon on voit le surjet, c'est pas très jojo non plus. Donc voilà, je n'ai pas finalisé cet assemblage des mancherons. Je voulais également vous parler du bas de la blouse. Donc moi je l'ai fini au biais. Attendez, j'avale mes cheveux. Voilà. Donc je l'ai fini au biais. Alors parce que faire un arrondi, gérer un arrondi sur du coton, pour moi, je me suis dit que je me rajoute une difficulté. Mais en même temps, vous voyez, ils sont... je vais mettre à la lumière. Ben, mon arrondi, il n'est pas parfait. Le tissu est étiré. On voit ici des plis. Alors d'une part, donc il y a ce problème de plis. Et puis la couture de mon biais, eh ben, elle sort des rails. Vous voyez, voilà, ma couture ne suit pas complètement le biais. Mais bon, en même temps, j'ai respecté effectivement une distance égale ici et là. Donc c'est l'extérieur qui se voit. Mais bon, toujours est-il que ma pose de biais sur des arrondis est perfectible. Donc ça, c'est un point que je vais devoir continuer à travailler. C'est ça aussi la couture. Donc, voilà. Alors pour les boutons, j'ai utilisé des boutons de mon stock, des boutons carrés que j'ai positionnés, un peu de traviole, vous voyez, volontairement. Voilà. Donc je vais proposer cette blouse à ma mère. Non pas que je cherche à me débarrasser des vêtements dont je ne suis pas satisfaite, mais voilà, elle est un petit peu plus étoffée que moi, donc peut-être que ça lui ira davantage. Voilà, sinon au boulot, je verrai si ça intéresse une de mes chers collègues. Voilà, je passe à la suite. Alors pour la réalisation suivante, j'ai cousu une jupe que vous connaissez forcément puisqu'il s'agit de la jupe Havana de Cozy Little World. Donc, il s'agit d'une jupe courte, élastiquée à la taille et que l'on porte avec une ceinture nouée qui est maintenue par des passants. Alors c'est un patron que j'ai eu moi gratuitement il y a quelques temps et qui se trouve aujourd'hui toujours sur le site de la marque mais à prix libre. Alors un prix libre, c'est un prix qui est fixé librement par l'acheteur et qui a pour but de soutenir la marque. On est sur un patron qui est proposé de la taille 32 à 52. Pour ma part, je l'ai coupé dans une taille 38. Alors je vous présente tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc voilà ma version, donc version
longue pour ma part. Donc vous reconnaîtrez la ceinture élastiquée et puis ici les passants dans lesquels on glisse une ceinture réalisée dans le même tissu et biseautée. Alors c'est une jupe qui est pour moi très proche de la jupe Sacré-Cœur qu'on trouve sur le blog des Coupons de Saint-Pierre que j'ai déjà réalisé. Je fais une pause parce que j'entends que mon fils rentre. Donc on est sur un patron qui est accessible aux débutants et qui est présenté comme tel par la marque. Il est proposé de la taille 32 à 52. Donc pour ma part, je l'ai coupé dans une taille 38. Le métrage préconisé est compris entre 75 cm et 120 cm pour une version courte et pour une stature d'1,70 m. Comme vous le constatez, moi on est sur une version longue et donc j'avais un coupon d'1,50 m sur 1,50 m. J'ai donc souhaité non pas suivre le patron qui proposait de couper 2 panneaux distincts, mais d'utiliser l'entièreté de mon coupon en utilisant la totalité de la largeur de la laise. Je voulais vraiment une jupe avec une belle ampleur. Donc j'ai préféré assembler les 2 parties de mon coupon. Donc je les ai assemblées avec une couture anglaise qui n'est pas proposée par le patron, puisque dans le patron on a, je vous dis, 2 panneaux distincts devant et dos qu'on va assembler avec des coutures simples, qu'on va écraser, qu'on va ouvrir. Donc là j'ai réalisé une seule couture, donc une couture avec une couture anglaise. S'agissant de la longueur, j'ai coupé 90 cm, donc elle m'arrive à peu près à hauteur un petit peu au-dessus des chevilles. Je vous rappelle que moi je fais 1,60 m. Alors s'agissant de la ceinture, je vous ai dit qu'on était sur une jupe qui pour moi est très proche de la jupe Sacré-Cœur. On a effectivement le même système de ceinture. On a un rentré avec une coulisse qu'on vient créer dans laquelle on va insérer l'élastique. Je me suis beaucoup finalement détachée du patron Havana, donc c'est une jupe plutôt hybride Havana Sacré-Cœur si vous voulez. Je n'ai retenu que l'histoire de la ceinture et des passants. Pour le reste, j'ai gardé les proportions de la ceinture de la jupe Sacré-Cœur qui me semblait, qui me convenait davantage. Donc voilà, j'ai gardé toutes les indications de la jupe Sacré-Cœur, mais sinon... Alors après, effectivement, ce qui la distingue de la jupe Sacré-Cœur, ce sont les passants que l'on réalise. On réalise 5 passants que l'on vient positionner, 2 devant et puis 3 sur l'arrière. Et on réalise ensuite une ceinture. L'avantage de ce patron, c'est qu'il est possible de le réaliser même si on n'a pas d'imprimante, puisque on est sur des pièces qui sont composées de lignes droites ou d'angles et il est possible de les tracer soi-même. Donc elle indique les mesures de chaque pièce. Donc vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave, ça peut être réalisé de cette manière. Alors s'agissant de, si ce n'est peut-être pour la ceinture, voilà, on n'est pas sur... les mesures sont indiquées, le décroché, les mesures sont indiquées. Quoi qu'il en soit, tout est faisable, même sans imprimante. Alors, le reproche que je pourrais faire à cette jupe, c'est que, alors, déjà, la largeur de la ceinture ne correspond pas à la hauteur des passants. C'est-à-dire que votre ceinture est forcément plissée. Vous voyez, on arrive voilà, à une ceinture qui ne s'installe pas convenablement dans les passants. Et puis, voilà, premier bémol. Et puis, j'aurais dû, moi, pour ma part aussi, peut-être entoiler la ceinture. On est vraiment sur un tissu beaucoup trop fluide, donc il n'a pas de tenue. Donc, voilà, je pense que, à terme, je porterai cette jupe avec une ceinture en cuir, peut-être. Voilà, pour trancher. Mais voilà, sinon, voilà ce que je pouvais dire. Je vérifie mes notes. Ah oui, pour le bas, tiens, l'ourlet du bas. En fait, j'ai joué un petit peu la carte de la fainéantise. J'ai profité d'avoir le bord de l'aise en bas, qui ne s'effiloche pas, pour voilà, faire juste un repli. Et donc, je sais que ça ne va pas s'effilocher. Voilà, voilà.
Voilà, je vous ai tout dit. Donc je vous laisse avec les photos portées. Alors, on vient de passer en revue les 2 premiers patrons. Je vous ai dit que j'avais 4 vêtements finis à vous présenter. Donc, s'agissant des 2 dernières pièces, on est sur 2 versions d'un seul et même patron. Et donc, j'ai choisi la liseron, bien entendu, d'Atelier Scamit. Alors, le patron liseron est proposé de la taille 34 à 48. Pour ma part, j'ai coupé une taille 38. Le métrage préconisé est d'1,70 m. S'agissant de ma première version, j'avais à peu près 1,50 m et je l'ai réalisé dans une version simple et tout est passé. Le tissu conseillé, c'est un tissu dont le poids moyen doit être compris entre 130 et 270 grammes au mètre carré. Donc ça correspond à de la flanelle, à du denim léger, à de la double gaze, quoi d'autre, de la batiste et on dit de la batiste, du batiste, de la batiste, je sais plus, et du crêpe. Voilà, alors vous avez un système de calque qui est proposé, les marges de couture sont incluses, donc ça c'est un point positif, mais j'y mettrai un bémol parce que ces marges de couture elles sont différenciées selon les pièces du patron et donc ça nécessite une vigilance constante et de modifier régulièrement les réglages de la machine. Donc je dirais que ça génère un certain inconfort. Bon, voilà, c'est juste un petit bémol, hein, c'est vraiment pour avoir quelque chose à dire. Alors l'autre point positif, c'est que les instructions écrites sont complétées par une vidéo, comme souvent sur les patrons d'Atelier Scamit, et les vidéos de Johanna sont d'une excellente qualité, et voilà, c'est quelqu'un de très pédagogue. Là aussi, j'ai juste un petit bémol, et c'est vraiment juste pour avoir quelque chose à dire. Sur l'une des étapes, bon, moi j'ai suivi la vidéo, et sur l'une des étapes d'assemblage, Johanna omet d'indiquer une valeur des valeurs de couture et donc on est obligé de se reporter aux instructions de montage. Donc c'est un jonglage que j'ai eu à faire entre la vidéo et les instructions de montage. Bon voilà, c'est vraiment pour avoir quelque chose à dire. Voilà pour parler du patron en général. Alors maintenant moi j'ai une question à vous poser. La liseron, chemise ou chemisier ? On a tous une représentation personnelle de ce qu'est la chemise ou le chemisier. Mais moi, je me suis demandé si les professionnels ne partageaient pas des critères propres. Du coup, je me suis un peu penchée sur la question et je vous partage ce que j'ai découvert. Donc, en fait, au 19e siècle, les 2 vocables chemise-chemisier étaient utilisés pour distinguer le vêtement homme du vêtement femme. Chemise pour les hommes, chemisier pour les femmes. Et ça n'est qu'au XXe siècle que l'on a commencé à parler de la chemise femme qui était largement inspirée de la chemise pour homme. Donc elle se caractérisait par un col, une patte de boutonnage qui couvrait l'entièreté du buste, des manches longues et des poignées. Aujourd'hui, a priori, il y a bien des critères pour distinguer la chemise du chemisier. Alors, parmi ces critères, d'abord, il y a le col. La chemise a forcément un col et un col rigide. S'il n'y a pas de col, quoi qu'il en soit, on parlera de chemisier. Absence de col, chemisier. Premier point. Deuxième point, ce sont les poignées. Si le vêtement présente des poignées rigides, on est sur une chemise. Si les poignées sont souples, on est sur un chemisier. Troisième point, les manches. La chemise aura forcément des manches longues ou des manches courtes. Le chemisier, lui, proposera une variation de manches. On pourra avoir des manches bouffantes, des manches ballons, des manches 3/4. Voilà, différentes sortes de manches. S'agissant des boutons, il y aura sur la chemise des boutons posés sur une patte de boutonnage qui monte jusqu'au cou. En résumé, si on est sur des matières fluides et s'il y a plus de sophistication
Voilà, des petits froufrous, des manches bouffantes ou autres. Bref, on sera sur un chemisier. L'autre point sur lequel je me suis penchée, c'était sur le sens de boutonnage. Donc vous savez que le sens de boutonnage est différencié pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, les boutons sont posés sur la patte de boutonnage, enfin sur le demi-devant droit, pour les femmes sur le demi-devant gauche. Et je me suis demandé pourquoi. Eh bien, j'ai découvert que on partait du principe que la majorité des personnes sont droitières et donc comme les hommes s'habillaient seuls, il était normal que les boutons soient positionnés sur la patte de boutonnage droite. Par contre, les femmes, elles, je parle d'une époque révolue, mais les femmes, et notamment les femmes d'un certain rang, ne s'habillaient pas seules, elles avaient des servantes pour les habiller, elles avaient aussi des vêtements beaucoup plus complexes, et donc les boutons étaient posés sur la patte de boutonnage gauche, parce que la personne qui était en vis-à-vis, qui leur faisait face et qui les habillait, devait pouvoir également boutonner en utilisant sa main droite. Voilà le pourquoi déjà du sens de boutonnage et puis la distinction entre chemise et chemisier. Bon ben voilà, cette minute culturelle étant passée, je vous présente ma version de la liseron. Alors, comme vous le voyez, cette première version correspond à une version chemise. Donc j'ai choisi une popeline de mon stock. Vous la reconnaîtrez peut-être, j'ai réalisé un chemisier Burda, chemisier 101 sur le Burda de décembre 2019 dans cette même popeline mais avec fond blanc. Et donc j'avais à l'époque acheté les deux versions de cette popeline, fond blanc et fond bleu marine. Donc là sur un coupon d'1,50 m, vous voyez j'ai pu faire tenir ma version liseron basique, classique. Sans froufrou, voilà, sur 1,50 m de tissu. La liseron telle que je l'ai réalisée, vous la voyez avec un col pointu, un pied de colle, vous avez donc une patte de boutonnage à même, vous avez un empiècement dos, alors voilà, l'empiècement est doublé, un empiècement dos, un pli plat, et puis des fentes capucins. S'agissant des pièces de colle, moi je n'ai entoilé que les parties envers, donc la partie inférieure du col et la partie intérieure du pied de colle. Alors, j'ai fermé le pied de colle avec une couture invisible. Par contre, je n'arrive pas sur chacune des extrémités à couvrir ma couture d'assemblage. Donc je trouve que c'est un peu trouble là, non? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais bon, je trouve pas que les finitions là soient correctes. C'est perfectible. Ensuite, l'autre point, c'est que j'ai fait une erreur en positionnant mon entoilage. Je l'ai mal positionné, donc comme ensuite on plie la patte de boutonnage, puisqu'on est sur une patte de boutonnage à même, mon entoilage dépasse. Donc je n'ai pas fait cette erreur sur la deuxième version, mais voilà. Ensuite on assemble, enfin ensuite c'est pas dans l'ordre, hein, c'est pas dans cet ordre, mais c'est des points que je souligne. Donc on a un empiècement dos qui est doublé, que l'on assemble avec la technique du burrito. Donc ça nous donne ici effectivement des coutures très propres sur le dos et les épaules. Donc seules les coutures, l'assemblage des manches est visible, on voit le surjet. Quoi d'autre? Eh bien écoutez, les poignets. On a donc des poignets qui se terminent par une fente capucin. Donc c'est la première fois que je réalisais pour ma part une fente capucin. Donc le tuto est très clair. Donc voilà, on pose ici un biais sur l'une des fentes. On pose donc une autre pièce
plus large pour couvrir l'autre fente et on doit réaliser une piqûre sur le bord intérieur de la fente qui remonte ici sur la pointe, qui redescend sur 1,5 cm et puis il y a ensuite un retour. Ce même retour doit emprisonner en principe ce biais. Donc ce biais doit être emprisonné dans la couture et pour ma part, alors là on voit que ça se... Voilà, vous voyez, il n'est pas totalement pris là. Donc en fait il aurait fallu, parce que sur mes deux poignets j'ai eu le même souci, voire même sur ma deuxième version je crois bien, il aurait fallu que je descende d'un peu plus d'1,5 cm. Donc ça, je l'ai noté hein, dans les petits correctifs à apporter. Alors, autre point à souligner, le poignet est assemblé de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, habituellement, moi, les poignets, je les assemble de l'extérieur vers l'intérieur, si bien qu'à l'intérieur, je réalise un repli et j'assemble généralement, je ferme ma couture par des points invisibles. Là, on procède de l'intérieur vers l'extérieur, donc le repli va être réalisé sur l'extérieur de la manche, et donc on va fermer ce poignet par une couture qui sera visible. Et donc c'est un peu comme quand on assemble un pied de colle, la couture va être visible à l'extérieur, et puis à l'intérieur, généralement, c'est difficile de suivre précisément le bord de notre tissu. Et bien c'est ce qui s'est passé immanquablement. Ah bah non, pas sur cette manche là, pas sur ce poignet là. Je vous montre l'autre poignet. Hop. Oups. Voilà, sur ce poignet, la couture ici est bien sur l'alignement, enfin elle est bien sur le tissu, et puis là, hop, je déborde. Donc voilà, alors c'est pas gênant en soi parce que même quand on retrousse les, enfin si jamais on vient à retrousser les poignets, généralement on fait plus d'un pli. Donc bon. Et puis voilà, hein, ça n'est pas grave en soi. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, alors la patte de boutonnage, je vous disais, qui secoue à même, c'est la première étape de couture. Donc on vient en préambule réaliser cette patte de boutonnage. Or, quand moi je réalise l'ourlet, généralement, pour avoir un bel angle, je plie ma patte de boutonnage sur l'envers, je fais ici une petite couture, et lorsque je retourne, j'ai un angle bien droit, ici. Et après, je replie mon ourlet. Là, ma patte de boutonnage étant réalisée, quand j'ai voulu réaliser mon ourlet, donc qui se réalise par un double repli, j'obtiens ici un repli visible de l'extérieur. Alors c'est pas grave, hein, c'est le bas du vêtement, c'est rentré généralement dans le pantalon, mais c'est dans un souci de finition soignée, je me dis qu'il y a peut-être une autre technique à envisager pour éviter ce type d'angle. Voilà, alors l'autre souci que j'ai rencontré, vous allez dire j'ai rencontré que des soucis sur ma liseron. Non, c'est pas des soucis, mais bon, ça fait partie des apprentissages. Alors l'autre point, on assemble la manche par une couture anglaise. Pas évident à voir, mais bon, voilà ma couture anglaise. Et donc au moment d'assembler mon bas de manche à mon poignet, je me suis retrouvée avec un delta, une différence de longueur de 2,5 cm. Donc, ce qui est énorme. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. J'ai bien vérifié si mes pièces avaient été coupées dans la bonne taille, ce qui était le cas. Ce que j'ai fait, j'ai redécousu ma couture anglaise sur 5 cm et puis j'ai raboté ma manche. Alors je ne sais pas si ça se verra. Il faudrait que je sorte ma manche sur plus de longueur. On voit quand même un petit peu ici la couture.
J'ai descendu un petit peu. Donc j'ai raboté effectivement ma manche. J'ai reconstitué, enfin j'ai reformé ma couture anglaise. Et puis j'ai obtenu, enfin tout ça pour obtenir effectivement des longueurs équivalentes, longueurs de poignet équivalentes. Et ce sur mes 2 manches. Donc bon, au départ je me suis dit, j'avais fait une erreur au niveau de ma pièce. Mais voilà, premier point. Enfin premier point. Première version. Les boutons sont des boutons de mon stock que j'ai placés sur l'envers. Vous savez, ce sont souvent des boutons qu'on récupère sur des vêtements de marque et puis ils sont gravés, sérigraphiés, enfin sérigraphiés, gravés au nom de la marque. Donc moi je les retourne sur l'envers et puis voilà, ça fait son job. Voilà, donc pour ma première version. Donc je vous laisse avec des photos portées avant de vous présenter la deuxième version. Alors je reviens avec la version chemisier de la Liseron. Je la qualifie de chemisier parce que vous voyez, j'ai apporté une variante au col, une petite sophistication. J'ai apposé le petit froufrou que l'on pose sur le pied, sur le col rond ou le col pointu. Moi je l'ai posé sur le pied de col. Vous voyez, ma liseron n'est pas terminée. Il me manque même ces boutons. J'avais en fait profité d'une commande faite à Pauline, la mercerie La Rochelle, sur un tissu pour commander les boutons de la liseron. Et puis ça datait du 20 avril et la semaine dernière, ne voyant pas le colis arriver, je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci. Donc j'ai contacté Pauline et effectivement le colis s'est perdu. Donc elle me renvoie les boutons dans une enveloppe simple, mais ce matin ils n'étaient pas au courrier, donc je n'ai pas pu non plus la finaliser. Vous ne la verrez pas portée, mais il faudra revenir sur un prochain épisode ou peut-être en suivant le fil de mon Instagram. Voilà, alors je l'ai réalisé cette liseron, ce chemisier liseron, dans un chambray de plumetis que j'ai trouvé sur le site de Cousette l'an dernier à la même époque. Ce tissu, je l'ai payé 15,70 €. Aujourd'hui, on retrouve ce même chambray de plumetis en bordeaux. Alors, il en reste un tout petit métrage, 4 mètres, à 12,70 €. Et sinon, il existe aussi en vert, mais alors là, il en reste quasiment plus. C'est vraiment une chute. À 15,70 €. Alors c'est un tissu 100% coton avec un poids moyen qui est inférieur à ce qui est recommandé par Johanna. Là on est sur 115 grammes du mètre carré au lieu des 130 grammes minimum, 130 à 270. Mais pour autant, je trouve que voilà, il se tient bien. Je pense qu'il est compatible avec ce patron. Alors, il coûte très bien. Le seul souci, c'est un petit peu les plumetis là en relief qui sont quand même assez épais. Et j'avoue qu'à certains moments, je me suis demandé si ça n'allait pas faire sauter mes points. Mais bon, non, là, ça va. Alors, je vais revenir sur les points qui avaient
posé souci sur la première version, à commencer par le pied de colle. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le pied de colle, hop, le pied de colle m'avait posé souci aux extrémités puisque je l'ai fixé moi avec une couture invisible, mais à chaque fois mon pied de colle, je n'arrivais pas à le rabattre suffisamment pour couvrir, j'ai des fils qui dépassent là, pour couvrir en fait ma couture d'assemblage. Bah là j'ai eu le même souci en fait. Donc là, vous voyez, on voit la couture d'assemblage. Je trouve pas ça très jojo. Surtout que, voilà, moi je boutonne pas mes chemises ou mes chemisiers jusqu'en haut. Et donc, en fait, le col a tendance à s'ouvrir un peu. Donc, je vais demander à ma mère, qui est experte en couture invisible, si elle peut, voir si elle peut me rattraper les choses. Je fais appel à, c'est mon appel à une amie. Voilà. Alors, l'autre point qui était perfectible, c'était au niveau de la fente capucin. Donc hop, voilà ma fente capucin. Vous voyez mieux comme ça. Donc je vous ai dit, tout à l'heure je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit qu'il fallait faire une couture, non pas ici depuis le bord intérieur, enfin depuis le bord extérieur plutôt, mais depuis le bord intérieur, on remonte comme ça jusqu'à la pointe. On contourne la pointe, on redescend sur 1,5 cm sur le patron et on fait un retour. Donc moi, ici, le correctif que j'ai apporté, je suis descendue non pas sur 1,5 mais sur 2 cm, de manière à prendre dans la couture ce biais. Vous voyez là, effectivement, il est bien prisonnier. Donc ça, c'est la correction que j'ai apportée. L'autre point sur ma première version qui était perfectible, c'était la couture intérieure. Donc je vous ai dit, on assemble le poignet de l'intérieur vers l'extérieur. On fait ici un repli et on pique au bord de l'extrémité. Et donc cette couture est visible. Et ici, elle est censée suivre effectivement l'alignement du tissu. Et donc sur ma première version, je débordais. Là par contre, on a une couture, j'ai mieux géré, une couture qui est plus régulière. Voilà, l'ourlet du vêtement, on est sur un ourlet forme liquette, là avec des bords arrondis. Donc on fait un double rentré. Là voilà, ça se gère bien, il n'y a pas eu de soucis. La couture est régulière tout le long. Alors j'ai reproduit la même finition, même si je pense que c'est aussi perfectible. Je pense qu'on peut avoir une finition plus jolie que cette tranche là. Donc ce sera peut-être sur une prochaine version, à voir. Voilà, je revérifie, je vous ai parlé du grammage, de ma fente sur piqûre du poignet. Ah oui, non, j'ai aussi eu le même problème sur la manche que pour la première version, un problème de largeur de poignet. Donc la largeur de ma manche était supérieure à la largeur de mon poignet. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de coupe de pièces, parce que là j'ai fait attention à mes marges de couture. Et donc c'est pas un problème qui a été rapporté par d'autres couturières, donc c'est vraiment un problème qui m'est personnel, il va falloir que je vérifie ça. Donc là, pour corriger ce différentiel, je n'ai pas touché à ma couture anglaise, mais par contre j'ai fait un deuxième pli d'aisance. Le patron prévoit, attendez, on va mettre comme ça. Le patron prévoit un premier pli d'aisance, et bien moi j'en ai fait un deuxième, voilà, pour corriger cette différence de largeur. Voilà, voilà. Donc, hop. La liseron que vous ne verrez pas porter, en tout cas pas tout de suite. Et puis de toute façon, voilà, avec les chaleurs qui vont arriver, elle sera prête pour la mi-saison, quoi. Hein. Voilà, écoutez, je crois qu'on va passer aux accessoires. Alors, on se retrouve pour la couture d'accessoires et on commence par une grosse pièce. Il s'agit du sac Georges, qui est un sac de voyage de taille moyenne, mais pour
pour autant aux dimensions généreuses. On a 42 cm de longueur, 17 de profondeur et 25 cm de hauteur. On a donc 4 poches extérieures dont une poche zippée et 6 poches intérieures et puis une sangle amovible. Alors c'est un patron créé par Vinny DIY et que j'ai trouvé moi sur le site de Makerist un jour de vente flash à 2 €. Oui, je l'ai eu pour 2 €. Aujourd'hui il est toujours disponible sur le site de Makerist à 3 €, donc ça reste un bon plan. On est donc sur un sac qui va nécessiter pas mal de fournitures mais en petite quantité. Donc on va avoir besoin, dans des laisses de 140 cm, on va avoir besoin de 20 cm de simili-cuir, 60 cm de jacquard. Il va nous falloir une doublure pour laquelle on a besoin de 60 cm également. Il va nous falloir de l'entoilage. Alors moi j'ai trouvé un entoilage dans ma mercerie qui est un entoilage assez rigide, plutôt cartonneux, mais idéal pour ce type de réalisation. On l'utilise également pour faire des panières, pour leur donner une bonne tenue. Il va nous falloir une fermeture séparable de 45 cm, une fermeture non séparable de 20 cm, de la sangle, 1,52 m de sangle en 2,5 cm, 1,80 m de sangle en 4 cm. Il va nous falloir du passepoil, 1 m, enfin c'est facultatif, hein, mais bon, 1,30 m de passepoil, et puis des pieds, alors 4 pieds, voilà, 4 pieds. Quoi d'autre? De la bouclerie, effectivement, pour la sangle amovible. Donc 2 anneaux, et puis de quoi fixer la sangle, donc un mousqueton. Et puis, ici, la boucle de réglage. Alors moi, pour tout ce qui concerne la bouclerie, j'ai fait de la récupération sur des vieux sacs. Sacs élimés, j'ai jeté, j'ai juste récupéré les fermetures éclairs et la bouclerie. J'ai fait ça sur tous mes vieux sacs. Et pour ce zip là, notamment, le zip de 20 cm, ça reste de la récup aussi sur un sac... Vous voyez, sur un sac, j'ai gardé même la petite tirette avec l'embout cuir que je trouve très classe, moi. Voilà, mais pour le reste, c'est de la récup. Voilà, alors je vous propose de partir en caméra mobile à la découverte de ce sac et je vous donnerai plus de précisions sur la réalisation. Alors, avant toute chose, je vous propose une vue d'ensemble du sac, avant de le voir un peu plus dans le détail. Donc la poche extérieure zippée, les 2 anses, vous avez les 3 poches extérieures doublées, les anneaux de fixation de la sangle amovible. Hop, le voici. S'agissant de l'épaulière de bandoulière, je vous en parlerai plus tard parce qu'elle ne fait pas partie du patron. Mes gros doigts en plus, en prime. Voilà, donc on obtient vraiment un résultat qualitatif, très qualitatif je trouve. Ma crainte était, en ce qui me concerne, d'avoir des difficultés à passer les épaisseurs puisque vous avez à certains moments jusqu'à 5 épaisseurs. Entre le jacquard, l'entoilage, le passepoil, le simili-cuir et ici parfois le passage des sangles. Donc effectivement il faut s'assurer que votre machine à coudre soit capable de passer les épaisseurs. En ce qui me concerne, mon allié a été, hop je l'attrape, le pied à double entraînement. Donc vraiment un allié de poids, ça m'a facilité la tâche sur des endroits qui étaient effectivement assez sensibles. Donc ici notamment. Alors, il faut vraiment, pour la couture de ce sac, je pense, prendre son temps si on veut se garantir des coutures régulières, puisque vous avez effectivement des détails qui sont visibles. Alors effectivement, les coutures de sangle, avec la fixation des sangles, vous avez des coutures apparentes le long des fermetures éclairs. J'ai réalisé pour ma part une surpiqûre sur le simili-cuir
Alors le seul regret, c'est que je n'ai pas allongé mon point, donc j'ai des tout petits points. Donc ça aurait été plus joli avec des points plus larges. J'avais essayé d'ailleurs d'utiliser, je vais le sortir puisque je suis au bon endroit, d'utiliser ce fil qu'on appelle du cordonnet, qui est utilisé, qui est un fil très épais, utilisé notamment pour la maroquinerie, que j'avais récupéré dans le stock de ma grand-mère. Vous voyez les vieilles bobines Singer en bois, ça a un charme fou je trouve. Mais ça ne passait pas dans la canette de ma machine à coudre. Disons que c'était compliqué. Déjà que le passage du simili-cuir sur la face lisse est compliqué. Donc voilà, je n'ai pas pris le risque, puisqu'une fois que le simili est piqué, toutes les traces sont visibles. Donc voilà, je disais vraiment prendre le temps. Donc pour ces coutures apparentes, vous en avez ici. Vous en avez ici, effectivement, ces coutures qui sont visibles. Alors, tout dépend aussi du fil utilisé, du tissu. Mais bon, voilà. Vous avez les coutures. Je vous ai dit l'assemblage sans que je vérifie. Donc, voilà. Alors, l'autre point que je tiens à souligner, c'est que vraiment le fer à repasser est notre ami sur la couture pour la réalisation de ce sac. Il faut en user et en abuser. Pensez à sécuriser également par plusieurs passages la couture des poches. Donc les poches sont séparées par des coutures verticales. Donc il faut vraiment penser notamment à ces endroits, à bien sécuriser, donc à réaliser plusieurs passages pour garantir un renfort sur la couture de ces poches. L'utilisation, donc je vous ai parlé du pied à double entraînement, je lis mes notes en même temps pour ne rien oublier. Le choix de l'entoilage. Alors, je vous disais avoir utilisé un entoilage que voici, qui est un entoilage assez épais, qui est préconisé pour la réalisation de sacs ou de panières. Donc il est effectivement très rigide, il confère pas mal de tenue, mais la pose n'est pas aisée. Il faut vraiment appuyer fortement sur le fer à repasser. J'ai utilisé dans un premier temps, moi, une pâte mouille, comme on a l'habitude de le faire pour tout entoilage. Alors pâte mouille ne veut pas dire forcément que le linge est humidifié, mais en tout cas un tissu que l'on positionne entre la semelle du fer et l'entoilage, et je n'obtenais aucun résultat. Mon entoilage ne collait pas. On a vraiment deux couches là, une couche très épaisse et puis une fine couche qui est imprégnée de colle. Et donc j'ai dû, pour obtenir une adhérence, j'ai dû poser la semelle de mon fer directement sur l'entoilage. Donc il faut poser directement, il faut appuyer fortement, et malgré tout, le résultat n'est pas satisfaisant. Je fais une pause pour ouvrir le sac, parce que je ne peux pas lâcher le téléphone, et je vous montre ça. Alors je vous reprends, je viens de vider le sac, donc je voulais vous montrer les espèces de bulles d'air que j'ai obtenues en posant l'entoilage. On n'a pas une adhérence totale de la doublure à l'entoilage. Donc voilà, et ça, ces systèmes, enfin ces effets de bulles d'air ont été accentués lorsque j'ai retourné le sac, parce que là aussi cet entoilage présente une difficulté majeure, c'est qu'il donne tellement de tenue au sac que lorsque vous le retournez, ça complique un petit peu l'exercice. Et donc l'entoilage se froisse, se casse par endroits, c'est-à-dire que voyez là par exemple, voyez une pliure sur l'entoilage, et bien cette pliure, elle va être visible sur le tissu qui va lui être contre lequel il va être apposé. Je vais y arriver. Ensuite, que vous dire de plus? La pose des pieds. Alors, moi j'ai rien à signaler, j'ai posé 4 pieds comme indiqué sur le patron. C'était la première fois que je posais des pieds. C'est assez aisé, de toute façon c'est facile de percer du simili-cuir. Il faut juste veiller à bien mettre un molleton entre le renfort du pied et le simili-cuir. Toutefois, je dirais que vu la longueur du sac,
j'aurais bien souhaité en poser 2 de plus. Donc 6 pieds me semble être idéal. L'autre point que je tiens à souligner, c'est que le patron ne prévoit pas de fond de sac. Alors on a effectivement ici la fermeture de la doublure qui est visible. Donc esthétiquement, c'est peut-être ce qui donne un rendu moins qualitatif. Mais je pense que voilà, on peut réaliser un fond de sac. Alors déjà, on peut... Déjà pour cacher ce côté inesthétique, mais aussi pour donner plus de maintien au fond du sac, parce qu'une fois chargé, ben voilà, je suppose qu'il va s'affaisser. Et donc effectivement, s'abîmer s'il y a des frottements avec le sol, et d'où la nécessité aussi peut-être de poser 2 pieds supplémentaires. Alors, la pose des anneaux de bandoulière. Dans le patron, elle est prévue il est prévu une pose verticale, c'est-à-dire prise ici dans la couture latérale. Alors moi, je ne trouve pas ça très pratique, et puis risqué, puisque je vous montre, je positionne, lorsque le sac est suspendu, la tension s'opère à ce niveau. Voilà. Donc effectivement, il faut bien sécuriser la couture des sangles qui maintiennent les anneaux en réalisant plusieurs passages, mais malgré tout, je trouve que c'est un risque supplémentaire de déchirure. Donc moi, je les aurais posés plutôt ici, dans la couture d'assemblage entre le haut et le côté du sac, pour éviter aussi cette tension qui ne porte que sur un point de la sangle, donc pour répartir effectivement la tension sur l'ensemble de la sangle une fois fixée. Alors par contre, je dirais que la difficulté peut-être tient au passage ici de la fermeture éclair, donc des épaisseurs, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 épaisseurs de jacquard, plus la doublure, plus le thermocollant, plus l'épaisseur ici de la fermeture éclair. Si on rajoute effectivement 2 épaisseurs de sangle, puisque la sangle est ici tenue en double, voilà. Donc je ne suis pas sûre non plus que la solution... je pense que si la créatrice l'a posé latéralement, c'est peut-être qu'il y avait une raison. L'autre point positif que je tenais à souligner, point positif en tout cas, ce qui m'a plu aussi sur ce sac, c'est la pose de cette fermeture éclair extérieure. Donc on gère juste l'assemblage de la fermeture sur le bord inférieur. Donc on crée en fait, la poche est constituée ici d'un rectangle, du tissu principal, que l'on double. Alors moi, comme c'est un jacquard, comme tous les jacquards, vous avez un recto, un verso, donc j'ai joué sur ces 2 faces, et donc vous gérez l'assemblage de la fermeture juste sur le bord inférieur de la poche, puisque ce qui va constituer l'autre côté de la poche n'est autre que le tissu principal du sac, et la fermeture éclair est juste cousue à même comme ça sur le bord du sac. Et alors bien sûr, si vous faites de la récup de fermeture éclair, parfois les bords des fermetures éclair sont un peu abîmés par les coutures antérieures. Là c'est une fermeture de récupération, mais j'ai eu la chance d'avoir une fermeture impeccable, de récupérer en fait une belle fermeture éclair, donc je n'ai pas eu de soucis. Voilà, et bien écoutez, alors est-ce qu'on a fait un tour de l'intérieur? Il ne me semble pas. Donc je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation qu'il y avait 6 poches intérieures. Alors en ce qui me concerne, je n'en ai réalisé que 5. C'est-à-dire que les 6 poches... Alors attendez, je vais retourner le sac, ce sera plus pratique. Donc vous avez effectivement... Oh là là, alors attendez, je tiens d'une main. Voilà, donc vous avez une première poche, une poche centrale un petit peu plus large et la troisième poche.
et vous avez l'équivalent en face. Alors moi j'ai voulu ici n'en réaliser que 2 parce que je les voulais un petit peu plus larges. Si je l'ai trouvé un peu trop étroite, alors on ne peut pas y mettre grand chose si on a un gros bouquin finalement. Donc voilà, 5 poches en ce qui me concerne. Les poches sont doublées et donc là aussi il faut bien penser à sécuriser cette partie qui est très sollicitée lorsqu'on charge les poches. Voilà, donc on a vraiment des finitions, moi je trouve très qualitatives. Voilà pour le sac Georges. J'ai réalisé 2 accessoires complémentaires au sac Georges. Je vous les avais présentés lors d'une story ce week-end. Donc il s'agit d'une épaulière de bandoulière et d'un renfort de anse que l'on trouve sur le site de Sacotin. Donc ce sont des tutos gratuits. Donc l'épaulière de bandoulière, je l'ai légèrement modifiée puisque j'en ai diminué la largeur, puisque j'avais une sangle d'un peu moins de 2,5 cm. Donc j'avais peur que ce soit un peu trop large. Donc je l'ai diminué d'1 centimètre. On est sur des pièces qui sont molletonnées. Donc il y a l'épaisseur du tissu jacquard là, donc sur ces 2 faces, et puis à l'intérieur vous avez une double épaisseur de molleton. Vous avez en plus ici ce qu'on appelle le top qui est doublé, un tissu doublé, donc vous avez une bonne épaisseur. Donc je pense que ça procure un certain confort sur l'épaule si le sac est chargé. Et puis vous avez ici le renfort de anse qui se pressionne ou qui se scratch. Alors j'ai essayé moi d'utiliser des pressions cam et ça n'a pas fonctionné. En fait là aussi il y a à la fois l'épaisseur du jacquard plus un double molleton à l'intérieur. Alors sachant que sur les côtés, ouais, on a quand même une belle épaisseur aussi, hein. Donc ouais, les pinces cam, les pressions cam se sont brisées ou alors ne tenaient pas. Donc j'ai utilisé des pressions métalliques, mais là aussi je ne suis pas sûre que les griffes tiennent longtemps et aient vraiment pris la partie mâle ou femelle. Donc à voir. Sinon le tuto propose également de coudre un scratch. Peut-être que c'est la solution à privilégier. Je vous montre une fois fixé sur la hanse. Voilà ce que donne le renfort de hanse, une fois pressionné. Donc il aurait peut-être mérité d'être un poil plus large par rapport à la largeur de la sangle qui est de 4 cm. Bon, les pressions argentées sur du doré, c'est moyennement heureux. J'espère qu'elles tiendront le choc parce que avec le poids et la pression qu'on peut avoir parfois, le risque c'est que les pressions ne tiennent pas le choc. Donc si je devais le refaire, je le referais plus large et scratché. Mais bon, ça permet d'écouler les chutes. Voilà. Alors je vous reprends face caméra, on en est à la 6e réalisation. Voilà, toujours un accessoire. Et là, je vais juste faire une petite demande spécifique à Annick, alias Annick Choupi. Annick, si tu es là, si tu nous regardes, je t'en prie, arrête-toi là. Fais une pause, là je t'indique le temps auquel tu peux éventuellement reprendre la suite de cet épisode. Mais voilà, si tu ne veux pas gâcher la surprise, je te demande voilà, de nous quitter. À bientôt Annick. Alors, en espérant qu'Annick nous ait bien quittés, je vous montre ce dont il s'agit. Alors, il s'agit d'un sac à projet. Encore, mais oui. Lors de mon dernier épisode tricot, je vous ai présenté un sac à projet réalisé pour Emeline 0407 qui avait été tiré au sort sur le cal Videlaine. Non, pardon, c'était le cal Battle d'aiguille, donc le cal organisé par Mélina le Tipanda. Et donc j'avais proposé moi de réaliser un sac à projet. Donc je vous l'ai montré. Allez, et il a suscité une petite envie chez Annick qui m'a demandé si je pouvais lui en réaliser un. Donc c'est bien volontiers que je l'ai réalisé pour Annick. Annick est une belle rencontre faite lors du trail tricot.
encore ce fameux trail il y a 2 ans, et donc voilà, depuis on se suit régulièrement, et donc j'avais passé une superbe après-midi avec Annick. Donc ce sac à projet, je l'ai réalisé avec les chutes de mon stock. C'était le deal avec Annick, c'était de ne pas, enfin voilà, d'optimiser les chutes de mon stock. Donc je vous le présente ici. Il est tiré du patron de Marcel Création, le patron d'un lunch bag proposé par sur le site de Marcel Création. Et donc vous pouvez effectivement, là j'en ai fait un sac à projet, mais vous pouvez le réaliser pour son utilisation première qui est un lunch bag, avec une toile enduite par exemple. Donc vous voyez ce que je vous disais sur le sac Georges, on retrouve ici voilà, les mêmes traces d'entoilage qui malheureusement marquent assez fortement le tissu extérieur. Alors ici c'est une toile, enfin c'est un lin viscose que j'avais utilisé pour me faire une jupe Justine que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Donc c'est bien une chute de tissu. Ça c'est les chutes de mon simili-cuir donc utilisé pour le sac Georges. Donc vous voyez, en fait dans le lunch bag proposé, on est en principe ici sur une pièce sur 2 pièces, pardon. Il y a d'abord une première pièce qui va du fond jusque cette hauteur à peu près, puis ici une ceinture. Moi j'ai un petit peu, enfin j'ai modifié le patron, donc j'ai créé une pièce qui constitue le fond de sac, et puis j'ai supprimé la ceinture que j'ai inclus sur une pièce intermédiaire. Voilà. Et donc j'ai réalisé ici une petite surpiqûre sur le simili-cuir. L'alignement est plutôt réussi. Je n'avais même pas fait attention. Ouais. Pas tout à fait ici. Voilà. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle une couverture qui permet effectivement de fermer le haut du sac. Je vous le représente dans le détail parce que je suppose que les personnes qui suivent les épisodes tricot ne sont pas forcément celles qui suivent les épisodes couture. Donc voilà, vous avez des anses bicolores que j'ai réalisées selon le tuto de Sacotin. Voilà, Sacotin encore une fois. Alors, je vous reprends selon un autre angle. Donc, je vous disais, nous avons une couverture qui ferme l'intérieur du sac. Cette couverture est fermée par une coulisse. Voilà. On est sur un sac qui présente plutôt une bonne contenance puisque, comme vous pouvez le voir, il peut contenir jusqu'à 4 écheveaux. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Donc un ouvrage qui peut être assez conséquent. Alors, vous avez, moi je réalise à l'intérieur toujours, enfin je réalise toujours de la même façon. Vous avez une poche zippée que voici. Attendez, je vous montre, voilà. Qui est réalisée selon la méthode de Sacotin, c'est la poche zippée 2.0. Donc vous retrouvez le tuto sur le blog de Sacotin. J'y ai accroché un petit pompon que j'ai réalisé dans les chutes de mon simili-cuir. Cette poche zippée est doublée par le tissu qui m'a servi à réaliser la blouse Donna que vous venez de voir tout à l'heure. Donc voilà. La fermeture éclair est une fermeture, même chose, de récupération. Vous avez de l'autre côté une poche plaquée, toujours réalisée avec le tissu de la blouse Donna. Le tissu jaune moutarde ici est un tissu que j'avais déjà dans mon stock et que j'avais utilisé pour réaliser mon propre sac à projet. Vous avez les coutures d'assemblage qui sont gancées par un biais. Donc moi j'ai utilisé un biais de mon stock. Voilà, moutarde. Bon, les coutures de la fermeture, de la couverture pardon, sont surpiquées et sont des coutures ouvertes. On peut jouer sur les couleurs de fil. Alors moi j'avais pas forcément voilà, de quoi jouer sur donner une petite touche de fantaisie. Voilà. On arrive au terme de cet épisode. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés puisqu'on était sur des coutures que vous avez déjà vues par ailleurs. Mais c'est ainsi, c'est mon bilan des 5 derniers mois. Je reviendrai avec des coutures plus estivales, avec plus de légèreté et de couleur, c'est promis. En attendant, je vous souhaite de belles réalisations couture. Je cherche
Je cherche ma conclusion. De belles réalisations couture. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.